Une fois de plus, TakeOver n'a pas déçu. TakeOver ne déçoit jamais son audience. On peut se demander quand c'est que TakeOver décevra son ambiance. Eh bien je pense que c'est quand Triple H ne sera plus à la tête de ce show, car Triple H est un excellent directeur de show. Bienvenue dans le Serge Podcast. Aujourd'hui, nous allons faire une review de NXT TakeOver Toronto, le Serge Podcast. Et oui, le Serge Podcast, une émission que vous pouvez écouter n'importe quand vous vous asseyez confortablement en lisant votre journal du matin, en faisant votre gymnastique ou en vous baignant dans le lac. N'importe quand, tant que vous voulez entendre parler de catch par votre hôte, Serge Voldan, du Moulin de Voldano. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Moulin de Voldano, ça me ferait très plaisir, c'est la chaîne principale, ainsi qu'à cette chaîne et ainsi qu'à la chaîne de mon frère Dino Voldan, tous les liens sont en description. On se retrouve pour parler de NXT TakeOver Toronto juste après le générique. Give me what I want! That's not what I want! Give it to me! Give me what I want! I'm not finished with you! It should have been me! Let's do this! Good lucha. Okay. This is the house that AJ Styles built! Watch out! 5 matchs, 3 heures de show, c'est stock, c'est bien, ça va vite, on s'ennuie jamais, les matchs sont épiques, bref, Triple H a la recette qui fonctionne. Est-ce que tous les matchs étaient bons ? Non, je n'irai pas jusqu'à là. Par contre, l'un d'eux sort du lot, vous l'avez vu dans le titre, le main event était complètement jouissif. On va en revenir, mais bon, il y a eu des hauts et des bas pour ce takeover, tout n'était pas parfait. Nous allons revenir sur le show match par match, en commençant par notre opener, un match tag team pour les ceintures de champion par équipe de NXT, les champions Street Profits, Montez Ford et son coéquipier, que je ne sais plus le nom, contre l'Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Undisputed Era qui était présent dans tout le show, nous allons revenir, mais du coup pour ici c'est Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui affrontaient les Street Profits. Dans mes prédictions j'avais prédit que Undisputed Era gagnerait le match parce que l'équipe est bien plus intéressante que celle de Street Profits, mais j'étais quand même légèrement déçu. Le match était très bon, on va pas se mentir, c'était un très bon opener, c'était pas le meilleur opener tag team que j'ai vu sur un takeover, mais c'était quand même ça marchait bien, il n'y a pas eu de botch. Montez Ford a montré une fois de plus que c'était le meilleur de l'équipe avec son hommage à The Rock à un moment qui était tout simplement excellente. Kyle O'Reilly était particulièrement bon, je trouvais que c'est lui qui se démarquait le plus de l'équipe de Undisputed Era. Mais bon, suite à un final explosif qui finit par Montez Ford qui fait le tomber sur Bobby Fish, il me semble, je ne suis pas sûr de me dire, les Street Profits conservent leur titre. Un peu déçu, je ne vois pas l'intérêt de garder les ceintures par équipe sur Street Profits étant donné leur utilisation dans le main roster. Ce sont des personnages qui ne sont tout simplement que des spots publicitaires sur pattes et je n'aime pas trop leur utilisation. J'aurais bien plus préféré d'avoir Undisputed Era, champion par équipe. Mais bon, le match était bon, ça ouvrait bien le show. Continuons avec un match qui m'a particulièrement surpris qui était Yoshirai contre Candice LeRae. Ce que j'aimais dans cette rivalité, c'est que c'est deux femmes qui étaient d'abord amies et qui se détestent maintenant. Et ils ont, c'était le match avec, je pense, un des matchs avec, le plus d'histoire. Et ça a particulièrement marché. Le match a tout de suite commencé. Yoshirai a fait un suplex sur la table elle a suplexé Candice LeRae en fait sur la table extérieure, c'était particulièrement douloureux. Il y a eu beaucoup de spots, on a eu un 619 inversé de Yoshirai, un diving stomp de Yoshirai sur le dos un diving stomp de Candice LeRae sur le dos de Shirai qui était très joli. On a eu un reverse Frankensteiner de LeRae, puis un diving swing neckbreaker. Enfin, on a eu beaucoup de spots, il y a eu des chants This is awesome qui était d'ailleurs aussi présent dans le premier match. Les chants This is awesome ont été présents sur 4 matchs sur 5. Encore une fois, on reviendra sur ce match qui était un peu moins bien plus tard. Donc, en chant This is awesome, on a un diving moonsault à 2, c'est-à-dire que Yoshirai fait un moonsault en ayant Candice LeRae accrochée à elle. Donc, c'était particulièrement épique. On a des chants Mamma Mia pour faire honneur à Mauro Ranallo. Un deuxième moonsault de Yoshirai, puis enfin Yoshirai soumet Candice LeRae par soumission. Candice est évanouie. On a quand même une victoire particulièrement, je dirais pas écrasante, mais il n'y a pas eu tant de résistance que ça en face.
Candice LeRae s'est bien battue, elle a fait beaucoup de spots, mais Io Shirai a vraiment été dominante durant ce match et a consolidé son personnage de heel, de femme forte, Maintenant, Io Shirai est vraiment un adversaire de taille. Est-ce qu'elle affrontera Shayna Baszler? Je ne pense pas. Là, c'est une heel et ça risque de pas être si intéressant que ça. Pourquoi pas, mais à voir. En tout cas, c'était mon deuxième match préféré de la soirée. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que ce serait le match de championnat nord-américain dont on va parler juste après. Mais non, c'est bien celui-là, mon deuxième match préféré de la soirée. Io Shirai contre Candice LeRae, une hyper bonne surprise. Io Shirai a montré plus de choses que Candice sur le ring, mais Candice n'a pas dénoté. Au contraire, elle était vraiment présente et j'espère la voir un jour se battre contre Shayna Baszler ou dans un autre match où elle pourrait gagner. Parce que c'est une très bonne catcheuse, très talentueuse, qui a encore peut-être quelque chose à prouver. Mais Io Shirai, pour le coup, est complètement prête. Elle est magnifique, elle est splendide, elle est talentueuse. En heel, elle fonctionne super bien, elle n'a pas besoin de parler tant que ça, elle a juste besoin de casser des gueules. Donc Io Shirai, j'adore cette catcheuse et le match était très bon. On s'attendait ensuite à voir le match pour le championnat nord-américain, mais non, c'est Matt Riddle qui rentre sur le ring, bro, et il commence à provoquer Killian Dane. Les deux sont en rivalité. Pour qu'ils se battent maintenant. Killian Dane arrive, ils sont tous les deux vêtus en civil et ils commencent à se battre sans s'arrêter. Ils enchaînent quelques spots, il y a beaucoup d'arbitres et d'hommes de sécurité qui viennent pour les séparer, mais ça ne sert à rien. Je veux dire, il y a un spot qui était très drôle, c'est un moment où Matt Riddle a défoncé les hommes de sécurité un par un, c'était particulièrement drôle. Et Killian Dane finit par emmener Matt Riddle, comment dire, c'était pas un spear, c'était ils ont juste sauté sur des tables en fait, il l'a forcé à sauter de la rampe sur les tables à l'extérieur et il a entraîné avec lui aussi un innocent. C'était divertissant, c'était plutôt drôle et ça prépare pour les prochaines rivalités à venir entre Matt Riddle et Killian Dane. Des matchs que j'ai plutôt envie de voir, j'aime beaucoup les deux catcheurs. Donc nous verrons ce que ça donne. Nous allons parler d'un dernier match avant notre petite interlude musicale, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, le championnat nord-américain qui est occupé par Velveteen Dream, qui affronte donc Roderick Strong, représentant l'Undisputed Era, ainsi que Pete Dunne, l'ancien champion UK, le Bruiserweight. Le casting de ce match était tout simplement grandiose. Velveteen Dream est un immense catcheur, il a prouvé maintes et maintes fois que son règne était tout simplement génial et que son personnage aussi était fou. Roderick Strong est, je pense, le deuxième personnage le plus charismatique de l'Undisputed Era. Il est parfait dans la mid-card, c'est un hyper bon catcheur, Roderick Strong est juste vraiment top. Et Pete Dunne a beaucoup de charisme et surtout un catch assez unique avec tous ces spots où il casse les doigts, où il tord les doigts, il a un catch vraiment vicieux, Pete Dunne, tout en restant un face, ce qui est assez intéressant avec son personnage. Petite chose avant de commencer, sur l'entrée de Roderick Strong, je pense qu'il faut qu'il fasse gaffe avec son timing parce que pendant son entrée, on va dire qu'à un moment la musique fait boom et tout le public fait boom avec la musique. Le problème c'est que Roderick Strong a passé, je pense, au moins 20 ou 30 secondes par terre à attendre le boom. C'était particulièrement long, il a mal géré le timing. Du coup, l'entrée m'a fait un peu rire, le spot était un peu foiré. Mais bref, c'est juste un détail, parce que le match en soi était très bon. C'était clairement le troisième meilleur match de la soirée. C'était un match qui n'a fait qu'évoluer vers le bon. Au départ, ça commençait assez doucement, les spots étaient sympas mais pas fous. Puis c'était de mieux en mieux jusqu'au climax où le match s'est arrêté. Donc voilà, on a une construction qui n'a pas déçu, assez basique, qui ne faisait que évoluer, donc c'était très agréable à suivre et c'était vraiment de mieux en mieux. Qu'est-ce que j'ai noté en termes de spot? Oui, on a eu Pete Dunne qui a fait un German suplex sur Strong et Strong atterrit sur Velveteen Dream qui était à terre. C'était assez brutal. On a eu beaucoup d'échanges de coups de pied rapides, puis des prises rapides, donc en triple threat. Encore des chances ici de somme du public. Oui, ce serait sympa, on avait un superplex de Pete Dunne qui tenait les doigts de Dream aussi. C'était donc il a superplexé la troisième corde Dream alors qu'il tenait ses doigts. Donc très intéressant. Velveteen Dream a rendu hommage à Shane McMahon avec un coast to coast, ça m'a fait aussi beaucoup rire. Strong, c'est pas un hommage, c'est une prise à lui, mais il a fait des Walls of Jericho, un double Walls of Jericho sur ses adversaires. Bref, il y a eu beaucoup de spots. À la fin, Dream a empêché Pete Dunne d'obtenir la victoire en arrêtant son bras pour le compte de 3.
Et finalement, Strong, qui avait la victoire en main, qui tenait Pete Dunne, qui était prêt à lui faire un tombé, s'est fait arrêter par Velveteen Dream, encore une fois, qui lui a sauté dessus et qui a volé la victoire à Roderick Strong. C'est donc Velveteen Dream qui conserve son titre. Le match était énorme. Comme je l'ai dit, le fait que Roderick Strong était à 2 doigts d'obtenir la victoire, c'est quelque chose de bien. Je pense qu'il peut facilement y avoir un rematch parce que, encore une fois, quelque part, c'est lui qui avait la victoire. Velveteen Dream a volé la victoire à Roderick Strong, donc un match solo entre les deux est complètement mérité. Je voulais voir Roderick Strong gagner. Bon, ce n'est pas grave, Velveteen Dream conserve, mais j'espère qu'ils vont avoir un match tous les deux et que Strong gagnera à ce moment-là. Si vous avez suivi mes prédictions, ce qui est plus que doutable parce que ces prédictions n'ont fait aucune vue quasiment, vous pouvez remarquer que j'ai eu faux depuis le début dans les prédictions. En effet, j'avais prédit que Undisputed Era allait gagner les titres par équipe, j'avais prédit que Candice LeRae allait battre Io Shirai et j'ai prédit que Roderick Strong allait prendre la ceinture. Je me suis complètement planté, ce n'est pas grave. Écoutez, nous allons passer au match suivant après notre petit interlude musical habituel. Nous allons écouter cette fois-ci Zigzag tiré du dernier album On n'arrête pas le progrès de Voldano. Tous les liens pour télécharger la musique sont en description. L'album est à télécharger gratuitement, je le rappelle, gratuitement. On écoute Zigzag tout de suite. C'était court, c'était efficace, c'était Zigzag de Voldano tiré de l'album On n'arrête pas le progrès. Tous les liens pour télécharger les albums de Voldano gratuitement sont dans la description. Nous allons passer au match, au pétard mouillé de la soirée. Malheureusement, ça me fait chier que à chaque fois les matchs de Shayna Baszler soient des pétards mouillés. Mais c'est le cas, ce match était vraiment en dessous des autres. Il n'y a pas haché, c'est pas genre il était juste correct, non, il était vraiment en dessous. J'ai pas trouvé que c'était un bon match, j'ai même trouvé le match plutôt mauvais pour un takeover. On va revenir là-dessus. On va faire un bilan à la fin. Mais si vous voulez, pour moi, la faute n'est pas de Shayna Baszler. Shayna Baszler a un personnage que j'aime beaucoup, j'en avais parlé lors de mes prédictions, mais elle a le personnage le plus intéressant, je trouve un des personnages féminins les mieux contrôlés, les plus solides en termes de personnages. Son catch va avec ce personnage, son attitude aussi, son aura aussi. Enfin, Shayna Baszler en termes de personnage, elle est parfaite. Elle a pas le catch le plus solide, c'est un catch basé sur la soumission, mais justement, elle a un catch vraiment vicieux où elle torse l'adversaire, où elle les fait souffrir. C'est vraiment la Brock Lesnar féminine de la WWE pour moi. Mais en étant toujours présente et en plus en faisant elle-même ses promos, bref, elle est vraiment hyper intéressante et j'ai hâte. Je pense qu'au main roster, elle sera vraiment très efficace, Shayna Baszler. Ce sera un peu le nouveau monstre à abattre. Pour l'instant, la NXT, elle a un règne qui est très long et que j'adore. J'adore le règne de Shayna Baszler. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais j'adore son règne. Et après avoir battu Kairi Sen et Io Shirai, son nouvel adversaire est Mia Yim. Est-ce que Mia Yim était prête ? Non, elle n'était pas prête. Elle n'était pas du tout à la hauteur d'une Kairi Sen ou d'une Io Shirai. On va en revenir encore une fois en détail, mais je vais vous le dire, je ne peux pas blairer Mia Yim. Après ce match, je ne peux pas la saquer, je n'aime pas Mia Yim. Déjà de base, j'avais un peu du mal, c'est con, hein, mais j'ai un peu du mal avec sa gueule. Je trouve qu'elle dégage aucune sympathie. Son personnage est bien que intéressant, le fait qu'elle soit forgée dans la rue. Je l'ai pas ressenti dans le match. J'ai pas ressenti son âme de combattante, comme une Bianca Belair à l'époque, par exemple. Bref, Mia Yim nous a bien introduit sa maladresse pendant son entrée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous l'avez pas remarqué, je vous invite à revoir ça. Pendant son entrée, Mia Yim avait beaucoup pas des sbires, mais genre un peu comme des gens de la rue qui étaient venus avec elle. Ils portaient la même tenue, un foulard autour de la bouche.
et ils faisaient tous un check à Mia Yim qui enchaînait les checks à tout le monde. Et là, il y avait une rousse particulièrement reconnaissable avec sa chevelure qui avait son check comme ça tendu. Mia Yim lui a fait un vent, mais un vent, c'était hilarant, c'était jouissif. Et la pauvre rousse a gardé le bras levé longtemps avant de le baisser déçu. Oh, je vous invite à revoir ça. Et rien que là, j'étais, oh putain, Mia, ça commence. Elle commence déjà à voir et tout ça. Bref, le match commence. Et du coup, on devait. La dangerosité de Mia Yim par rapport à Shayna Baszler, c'était tout simplement par rapport au fait que Mia Yim est une connasse. Je veux dire, elle a passé tout le match à tirer les cheveux de Shayna Baszler, à lui tirer la bouche, à lui mettre les doigts dans les yeux, bref, à agir comme une grosse connasse, tout simplement, alors que Shayna Baszler n'est pas une sainte, mais je veux dire, elle gagne ses matchs en soumettant légitimement ses adversaires. Elle fait rien d'interdit dans ses matchs, Shayna Baszler. C'est juste une excellente catcheuse. Elle soumet extrêmement bien. Alors que là, Mia Yim arrêtait pas de faire des choses interdites, alors que c'est la face à la base. Hein. Elle faisait les spots interdits. Elle enchaînait tout ça, bref. En moment, elle coince le bras de Shayna Baszler dans les escaliers avant de foutre un coup de pied dans les escaliers. Encore une fois, un acte de connasse. D'ailleurs, Baszler a très bien vendu sa blessure au bras. Ça, j'ai beaucoup aimé le selling de Baszler. Baszler a fait elle a fait un bon taf sur ce match. Hein. Comme d'habitude, elle a été fidèle à elle-même, Baszler, sur ce match. À un moment aussi, on a clairement vu la communication de Mia Yim sur le ring. On l'a clairement vu parler à Shayna Baszler. Enfin, après, il n'y a rien qui allait. Et cet arbitre en carton, putain, j'arrêtais pas de dire justement qu'elle enchaînait les spots interdits. Et l'arbitre qui ne disait rien, qui voyait tout mais qui ne disait rien. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'elle n'avait pas dans ce match. C'était bizarre. Et les deux n'avaient pas une bonne alchimie. On peut noter si un bon spot de Mia Yim. À un moment, elle a fait un powerbomb de la troisième corde. C'était plutôt sympa, mais Baszler a fini par soumettre Mia avec ses jambes car son bras était blessé. Encore une fois, je vais répéter, c'était un match qui était vraiment en dessous. Et la faute n'est pas à Shayna car je trouvais que Shayna était fidèle à elle-même. Son selling était top, c'est juste que l'opposante était pas du tout au niveau. Par rapport à une Kairi Sane ou une Yoshirai, il y avait rien. Et le fait qu'elle ne dégage aucune sympathie, enfin, quand tu regardes un match avec Shayna Baszler, tu n'as pas envie d'encourager Shayna Baszler. C'est tout le principe du personnage, c'est encourager l'autre. Et Shayna a un catch qui va te la faire détester et qui va tout faire et du coup qui va amplifier la sympathie que tu vas avoir pour l'adversaire. Alors que là, du coup, quand t'es pour Shayna Baszler dans un match où elle a un catch vicieux et l'autre fait juste une conne et on est censé applaudir la conne et encourager la conne, je suis désolé. Le match n'était pas bon, le match n'était pas terrible, pas digne d'un takeover et j'espère que Mia Yim va plus se préparer. J'espère qu'il n'y aura pas de revanche, elle n'est pas prête à mon sens. Faut vraiment changer d'adversaire pour Shayna Baszler. Pourquoi pas une revanche de Yoshirai? J'y pensais, maintenant qu'elle est heal, ça peut être intéressant, parce qu'elle sera toujours aimée par la foule, Yoshirai. Et avoir une Yoshirai beaucoup plus agressive face à une Shayna Baszler, et pourquoi pas gagner en étant plus agressive, ça pourrait être chouette. Et elle pourrait prendre légitimement la place de Shayna Baszler. À méditer une revanche de Yoshirai sur Shayna Baszler et son nouveau personnage. Et nous arrivons maintenant au match de la soirée. Le main event, Johnny Gargano contre Adam Cole 3. Le final, c'est le match qui détermine tout. Je ne pense pas qu'il y aura encore une revanche. En tout cas, pas d'ici là. C'était donc le dernier final après que Gargano était champion, après que Gargano ait vaincu Cole dans un 2 out of 3 falls match, que Cole ait prouvé à Gargano qu'il était le meilleur catcheur, qu'il ait vaincu lors de la revanche. On assiste de nouveau à un 2 out of 3 falls match. Chaque fall a une stipulation. Le premier choisi par Adam Cole est un match simple, car Cole est sûr que c'est le meilleur catcheur, donc il valorise ses chances ainsi. Le deuxième stipulation du deuxième fall est choisi par Johnny Gargano, c'est un street fight que Johnny Gargano maîtrise particulièrement après tous ses affrontements contre Tommaso Ciampa. Si jamais on finit à 1-1, la troisième stipulation est choisie par William Regal et reste mystérieuse au début du match. Alors, on va... Il y a beaucoup de choses à dire. On a assisté à un match... Je dirais pas le meilleur. Pour moi, le meilleur match était celui de New York, le premier. Le match de New York était vraiment un match divin qui m'avait fait tirer les larmes. Ce match-là était plus jouissif, ultra divertissant. Je veux dire, le match a duré 1 heure et je n'ai pas vu le temps passer. 1 heure de match et ça va. Ça déroule. Et les deux catcheurs sont juste excellents. C'est vraiment les deux best de NXT. Adam Cole est ultra charismatique durant l'entrée d'ailleurs. Adam Cole est hué, est acclamé comme pas possible, alors que Johnny Gargano est hué. C'est franchement, Adam Cole en champion, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est un mec
incroyable, avec un charisme de dingue. Enfin, Adam Cole, c'est la folie, c'est la folie. Adam Cole, c'est Dieu. Adam Cole, c'est Dieu. Je le dis, Adam Cole, c'est Dieu. Alors, il n'est pas aussi divin que Voldano, mais il est quand même vraiment divin. Il se rapproche de Voldano. Il est incroyable. Il est incroyable. Abonnez-vous, Moulin de Voldano, et abonnez-vous à tous les comptes de tous les réseaux sociaux de Adam Cole parce qu'il le mérite. Johnny Gargano était habillé en Wolverine, c'est sympa. Et on va donc commencer à reviewer, donc je vais prendre, j'ai pris des notes, hein, donc je vais un peu lire tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, première partie du match, le premier fall, le match simple. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans ce match, on est vraiment du 50-50, les deux étaient au même niveau. On va noter que dès le début, Michael Cole, non, Michael Cole c'est un commentateur, Adam Cole a enfoncé son genou dans l'escalier et Johnny Gargano a tout de suite attaqué le genou et il a tout de suite en gros blessé Adam Cole, genou qui est nécessaire pour Adam Cole pour son finisher, donc c'était assez ingénieux de Johnny Gargano, et Cole a fait un selling, a vendu la blessure à son genou très très bien. On a eu des échanges rapides de coups de pied de genoux, on a eu un codebreaker in mid-air, donc un codebreaker c'est la prise de finition de Chris Jericho, un codebreaker in mid-air d'Adam Cole. On a encore des chants This is Awesome, je crois qu'il y a eu 3 chants This is Awesome pendant le match, des super kicks sur le diving spear de Gargano, enfin des spots assez dingues, et à la fin du match, du coup, au bout de, je crois que c'était à peu près 20 minutes, je dirais, Adam Cole a distrait l'arbitre. C'est-à-dire il a pris une chaise à l'extérieur, il a commencé à distraire l'arbitre, faire genre qu'il allait frapper Johnny Gargano avec la chaise. L'arbitre évidemment prend la chaise et la retire du ring. Mais pendant cette action, Adam Cole en profite pour frapper les testicules de Johnny Gargano qui évidemment tombe au sol. Adam Cole tente de tomber mais échoue. Et suite à ça, Johnny Gargano qui est vraiment énervé prend la chaise et fracasse Adam Cole avec la chaise. Donc évidemment il se fait disqualifier. Et donc perd prend le premier tombé, la première défaite, bref, vous avez compris. On peut se dire, mais t'es con, Johnny Gargano, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, mais pourquoi t'as fait ça, espèce de débile? Mais après, dans son attitude, on a tout de suite compris qu'il s'en battait les couilles. Pour lui, il s'est dit, je vais me faire, quitte à se faire disqualifier, c'est pas grave, je vais en profiter tout de suite, je vais enchaîner Adam Cole avec des coups de chaise, je vais l'affaiblir à mort, et c'est effectivement ce qu'il a fait, parce qu'après on passe à un street fight, là où tous les coups, les objets sont permis, il n'y a pas de disqualification, et du coup évidemment, donc même si Johnny a perdu le premier tombé, il avait tout de suite l'avantage pour la deuxième manche, et il a enchaîné Adam Cole avec des coups de chaise, il l'a enchaîné, tout de suite il l'a pris, il l'a emmené hors du ring, il a commencé à faire traverser la foule au final, acheter des gobelets sur la gueule, à lui maraver des coups sur les tables, bref. Il était vraiment prétentieux, Johnny Gargano, il maîtrisait le match comme pas possible. Ils reviennent vers le ring et il spire en fait Adam Cole à travers la barricade. C'était complètement dingue. Ils sont donc proches des tables, la foule crie table. Et Cole finit par casser la table. Hein, Johnny Gargano envoie Adam Cole à travers la table. On a des chants Mamma Mia en honneur à Mauro Ronaldo. La foule scande Johnny Table. Enfin, la foule est enfin derrière Johnny et Gargano, qui est le face de la confrontation. Et après, encore une fois, après une petite résistance d'Adam Cole, Johnny finit par soumettre Cole après l'avoir lancé sur une chaise avec son Johnny Escape. Donc on est à un partout, le street fight était vraiment... On commençait à partir dans quelque chose de beaucoup plus jouissif. Le comportement de Gargano pendant cette partie-là était exceptionnel. Il avait un sourire, il avait une confiance en lui qui était juste dingue. Et l'arbitre annonce donc que la troisième stipulation va être décisive. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que j'avais prédit? Effectivement, oui, un match en cage. La cage descend. Personne n'a vu la cage. Ils avaient réussi à cacher la cage, ce qui est juste génial. Du coup, personne ne s'attendait à un match en cage. Et c'est effectivement ça qui arrive. Une cage qui descend, mais avec des barbelés au sommet de la cage et diverses armes, des extincteurs, des kendo sticks, des chaises évidemment, des échelles, des tables, plein de choses attachées sur la cage. Et l'arbitre annonce qu'il n'y aura pas d'échappatoire, on ne peut pas gagner en s'échappant de la cage, on ne peut gagner que par tomber ou par soumission. Donc, ça fait penser au match Ambrose, le match Ambrose Asylum qui avait confronté Dean Ambrose à Chris Jericho il y a quelques années.
Match un peu décevant où ils n'avaient pas su tirer assez profit de la stipulation. Alors que là, Johnny Gargano et Adam Cole ont parfaitement su tirer du profit de cette stipulation, mais en plus nous offrir un excellent match de catch malgré la stipulation qui force un peu les catcheurs à utiliser toutes les armes pour enchaîner les différents spots. Là vraiment il y aura un excellent match de catch dans une structure avec des armes, des choses horribles. Bref, donc on est vraiment parti à ce moment-là dans le troisième manche dans un match jouissif. Johnny Gargano avait un sourire sur les lèvres alors que Cole était complètement apeuré. C'était complètement génial. On va revenir encore une fois par détail sur tout ce qui s'est passé. Quand la cage est descendue, on a eu des chants ECW, c'était assez drôle. Les deux sont à armes égales. Il y a un spot qui était assez brutal où les deux se sont échangés des coups de kendo stick et de super kick en même temps. C'était très violent. La foule est en délire. On a encore un This is Awesome. On a des Fight Forever dans la foule. Oui, on a Johnny Gargano qui fait un tornado DDT, c'est-à-dire qu'il prend Adam Cole sous le bras et qui le propulse avec lui, qui l'étale sur deux chaises qui étaient sur le ring. Mais il fait ça après avoir aveuglé Adam Cole avec un extincteur. Donc ce match c'était du délire. On a aussi Johnny Gargano qui fait un powerbomb en slashant de la cage. Et exceptionnel, Adam Cole qui fait 2 Canadian Destroyer, c'est-à-dire que c'est compliqué, c'est une sorte de tombstone, le finisher d'Undertaker, mais avec un salto. C'est particulièrement épique à regarder, c'est efficace, et surtout qu'il l'a fait sur la 3ème corde, mais après il l'a fait sur une échelle. Enfin, les spots étaient ultra dangereux, mais ultra dingues, et Johnny Gargano, à 2 reprises, on croit qu'il va perdre, mais non, juste avant le tomber de 3, il lève l'épaule, tout le monde est derrière Gargano, les deux sont incroyable. Adam Cole essaie de faire son finisher sur Johnny Gargano alors qu'il est étalé sur la chaise, mais Gargano s'enlève, ce qui fait que Adam Cole enfonce son genou dans la chaise, qui le blesse encore une fois, et il évite de très très près la soumission de Gargano en le mordant. Enfin, on croit vraiment que la fin arrive tout le temps, mais ce n'est pas la fin. Le match continue. On a toujours des climax qui continuent. Le match était épique. On a aussi un truc très violent. On a Gargano qui met un gros coup de masse dans le ventre d'Adam Cole. Enfin, ce match était fou. Bref, ça continue. Gargano domine. Ce qui n'est jamais bon. En général, quand Gargano domine comme ça dans les gros matchs avec des objets, il finit par perdre. Bref, les deux sont en hauteur. Ils ont monté en haut d'une échelle, ils sont sur une petite palissade en haut de la cage. 2 tables sont en bas, les attendent. Et Adam Cole fait tomber les deux. Enfin, il tombe avec Johnny Gargano sur les tables. Les deux sont au sol, ils sont par terre, ils sont complètement morts. Mais Adam Cole est dans la bonne position. Et il tend le bras avec son dernier souffle. Il le met sur le ventre de Johnny Gargano qui est sur le dos. L'arbitre fait le compte de 3. Et Adam Cole remporte la victoire. Comme vous l'avez vu, il y avait beaucoup de choses. Je vais juste vous dire un truc. Allez voir ce match. Encore une fois. Les deux ont montré tout leur talent dans ce match. Ils ont montré que leur alchimie était parfaite, que c'était d'immenses talents, de très bons personnages. Ils ont encore fait un match 5 étoiles, je veux dire. Enfin, c'était... Merci Adam Cole, merci Johnny Gargano et merci Triple H pour ce match, pour ce show, pour tous les NXT TakeOver, pour au final, heureusement qu'NXT est là pour la WWE. Je veux dire, bon, maintenant la WWE propose un meilleur produit, mais NXT a toujours été d'une qualité exemplaire. Et je vous encourage vraiment à voir NXT, à voir ce show, à voir ce match. Demain, SummerSlam 2019. Est-ce que ce sera meilleur que NXT TakeOver Toronto ? Nous verrons, mais je ne pense pas. En général, ce n'est jamais meilleur. NXT a toujours proposé les meilleurs shows. Nous verrons. On se retrouve en tout cas demain pour la review de SummerSlam 2019. J'espère que cette review, ce Serge Podcast numéro 4, vous aura plu. C'était Serge Voldan. Nous nous retrouvons demain, chers Voldanistes. N'oubliez pas de vous abonner au moins de Voldano, à la chaîne de mon frère Dino Voldan, à cette chaîne, à télécharger les musiques de l'album si elles vous plaisent. Je vous fais des grosses bises. Embrassez votre femme de ma part. À demain.